Bonjour à vous. On peut commencer ou on a pour une fois on a 2 minutes d'avance. Ça vous va? Pour avoir une petite idée, qui sont des magasins, des marques? Ah, c'est plutôt des marques alors. Plutôt des marques alimentaires, une seule cosmétique, santé, et le reste alors c'est quoi? Bon. Et ensuite, il n'y a pas de distributeur, il n'y a pas de métier spécifique. Bon, ben, on démarre alors. C'est plutôt des marques. Ok. Alors, ce qu'on va faire, on va voyager pendant une petite demi-heure, c'est bien ça, hein, dans les filières et le locavorisme. On sait tous que le local est important, mais est-ce qu'il est plus important que la bio et surtout comment il va évoluer? Parce qu'il évolue, le local, très vite même. Et comment et il faut avoir dorénavant une vision large du local pour que vous puissiez mettre en place des actions et pouvoir anticiper. Alors ici, ce qu'on a, c'est ce que j'appelle une projective 2025-2030. Ça veut dire quoi? C'est pas un truc intellectuel pour voir ce qui va se passer et on l'oublie, ce n'est pas ça du tout. C'est simplement des tendances émergentes que la façon dont elles apparaissent assez doucement, comme en fait un jeune plant, vous vous dites oh c'est tout petit, c'est pas vraiment intéressant. Ou ça l'est, mais j'ai le temps. Mais la plante elle pousse à son rythme et un jour elle vous bouffe votre mur ou votre plante parce que vous n'avez pas réalisé la vitesse et vous n'êtes pas préparé à ça. Donc tout ce qui est là, c'est pas pour rêver. C'est surtout pour le préparer dès maintenant. Et je vais vous donner des clés parce qu'il y a pas mal d'opportunités. Prenez conscience que le client évolue très vite. L'attente en 2021, c'est pas celle de 2022, c'est pas celle de 2025. Vous devez être comme dans la mode. Je pense que vous connaissez les fameux cahiers de tendance de la mode. Ils savent 2-3 ans à l'avance ce qui va se passer. Il faut faire pareil dans la bio. Si vous n'êtes pas capable de répondre à quelqu'un, qu'est-ce qui va se passer dans 2 ans, bah, vous ne faites pas bien votre boulot en fait. Parce que dans les groupes, c'est courant. Ils appellent ça le insight consumer. Le consommateur avait des tendances profondes. Donc il faut arriver à attraper ça. Donc ne sous-estimez pas ce qui est là, hein. Par contre, si vous ne comprenez pas, vous avez un doute, eh bien sûr, n'hésitez pas. Donc on commence le voyage. Bon, qui ne me connaît pas, ou qui me connaît plutôt? Ah, 2. Ah, bah les autres ne me connaissent pas. 3. Bon. Alors, éconovateur, très rapidement, je suis consultant accompagnateur en éco-prospective et en marketing plutôt dans l'innovation. Voilà, vous sentez qu'il y a des tendances, vous ne les comprenez pas trop, ou vous avez l'impression que votre produit ne suit pas une tendance, vous avez l'impression que vous ratez quelque chose, ou vous ne comprenez pas bien ce qu'on peut faire avec une innovation à laquelle vous croyez, je suis votre homme si je peux dire. Voilà, il y a des gens plus compétents que moi pour vous dire comment vendre des paquets de pâtes en 2021 ou 2022. Il y a moins de monde en 2023, il y en a beaucoup moins en 2025. Ça, c'est surtout utile à tous les niveaux. Vous êtes un acheteur produit, vous savez les produits qui vont marcher dans 1 an ou 2, il faut leur laisser un petit peu le temps de pousser. Vous voulez créer des marques qui ont le vent dans le dos. Hein, j'en ai créé des centaines, j'ai aidé à en créer des centaines de marques. Et c'est toujours pas agréable de voir une marque qui pousse, qui démarre bien et on ne comprend pas pourquoi. 2 ans plus tard, elle retombe parce qu'elle n'a plus le vent dans le dos. Elle n'est plus dans les tendances. Voilà. Mes clients, mes référents vont de la start-up de 2 personnes à la multinationale de dizaines de milliers de personnes. Alors, le local, je pense qu'on sait tous ce que c'est, mais vous allez voir que c'est un puits sans fond. Il y a des évolutions. Le local, il commence au producteur pour l'instant. Il ne va pas tarder à commencer par la semence dans le client. Pour l'instant, on dit on soit le petit producteur, c'est la filière, ça fait pas mal d'années. Ben, dans quelques temps, votre client va dire oui, mais ta semence, c'est quoi? C'est une hybride, c'est une endémique, c'est une ceci, c'est une cela.
Voilà. Et c'est surtout, faut avoir, vous allez voir, une vision large. Et on commence à rentrer dans l'ère de l'hyper local. On va voir ce que c'est. Là, je vous montre tout le temps des petits exemples, hein. On ne parle plus de local, il faut parler hyper local. Alors, on va démarrer par la base, hein, par un constat. On le sait tous, le Covid a favorisé, a encore plus stimulé la montée du local qui se portait déjà très bien, hein. Mais là, avec la Covid, on est chez soi, on ressent le besoin psychologique d'avoir un doudou, tout doit être prêt, on n'ose pas aller loin. Et ce besoin d'avoir des distances raccourcies a favorisé l'expansion du local. Un petit warning, un warning étant tel qu'on l'utilise en marketing stratégique, c'est que c'est pas vraiment un danger, mais c'est quand même un risque. Il faut le prendre en compte. Il y a un décrochage à l'heure actuelle qu'on constate de manière internationale, tant en France qu'ailleurs ou aux États-Unis. Il y a des gens qui préfèrent acheter local que bio. C'est leur priorité. Et il y en a quand même un certain nombre. Donc il faut sortir du débat, moi je suis bio, je refuse de faire du local parce que c'est pas possible de faire du bio local. L'idéal c'est d'être les deux et c'est la tendance. Le locavorisme se monte à quoi on voit qu'il se porte bien, c'est que tous les labels qui évoquent le locavorisme, déjà le Made in France c'est une forme de local, hein, c'est à 1000 km, mais c'est déjà du local. Donc tous ces labels se portent bien dès que ça évoque une origine géographique en fait. Et ils montent. Voilà, pour l'instant le label est plus fort, mais si je vous avais montré les stades il y a 5 ans, ça n'intéressait personne. Et il y a fort lieu de penser que dans quelques années, ça le dépassera même. Ça l'a déjà dépassé pour certaines catégories de clients. On a la montée des labels biorégionaux qui lentement mais sûrement progressent. C'est des labels qui garantissent que c'est bio et c'est fait à une échelle régionale. C'est pas que fabriqué, hein. Les matières premières viennent aussi de là. Donc ça monte bien. Et on a de plus en plus, qui ne trompent pas, des e-boutiques spécialisées en local ou qui ont une offre locale significative. Et il y a beaucoup de variantes, hein. Ça dépend. Donc pour vous dire que le local est quelque chose de très très fort. Alors, il y a 2 étapes dans le local qu'il faut comprendre. J'insiste, hein, on est dans les années 2020, c'est une projective. Ça, je vous garantis à 100%, quasiment, enfin pas superstition, je dis 95%, mais je vous garantis qu'en 2020, tout ça sera un standard à minima pour les produits dits premium. Je dis bien à minima. Donc, le Made in France, déjà, il y a un constat, il est démocratisé par la GMS, qui a beaucoup contribué. Ça veut dire quoi? Quand on met les pieds dans un magasin bio, on veut peut-être un peu plus que du Made in France pour justifier les 15 à 20% de prix. C'est logique, hein. Si vous dites, ben moi aussi je suis Made in France, mais je suis bio, puis j'ai des valeurs, ben le client, il se demande, oui, mais tes valeurs, elles sont où? Du Made in France pour tous au Made in région et pays de France, voilà. Maintenant, il faut régionaliser, il faut même dire dans quelle ville. Vous voyez, c'est la tendance donc hyper locale qui fleurit. De plus en plus, on n'est plus Made in Alsace, mais on va dire Made in Strasbourg, Made in Marseille, Made in Paris. Alors, il y a la montée des nanomarques régionales fermières. Ça, c'est une opportunité pour les petites marques. Une marque qui a une petite taille, qui fait appel à des savoir-faire régionaux. Elle a quand même beaucoup plus... pour l'instant, elle va dans la Vie Claire, un Biocoop ou n'importe quelle enseigne. Elle ne sera peut-être pas vraiment mise en avant. Mais aux États-Unis, 56% des clients qui sont aguerris en bio, en produits naturels, ils veulent des petites marques locales. Voilà. En passant, vous verrez pas mal d'exemples américains. Il faut vous sortir de la tête. Les États-Unis, c'est le pays de la malbouffe. Ce qui est vrai. Mais les 20%, les 25% qui achètent bio, dans un pays qui est 5 fois plus nombreux, bah, ça fait. C'est quand même plus nombreux que chez nous. Eux, par contre, ils sont dans certains cas plus avancés que nous. Donc ce sont ces gens-là qui nous intéressent.
C'est pas malheureusement le pauvre gars du Middle West qui est obèse. Le local commence à partir de semences anciennes. Je vous donne des exemples, c'est très important. Il est temps de commencer à vous intéresser à l'origine de vos semences, que vous soyez même en cosmétique. Un jour, on va vous le demander dans quelques années. Et bien sûr, sur les races animales. Se sentir proche du producteur, mais aussi de l'animal, le fameux bien-être animal. Et il y a une tendance qui va fleurir dans pas longtemps, c'est le bien-être végétal. Savoir-faire agricole et SOFAB. Les gens vont de plus en plus vous interroger comment vous fabriquez. Alors si vous dites, je suis très content pour assurer une hyper qualité, on a des super filières et on a acheté le dernier top de la biscuiterie robotisée à commande numérique pour avoir une qualité égale, dans 5 ans vous aurez des problèmes. Alors je ne vous dis pas qu'il faut tout faire en artisanal, hein. Il y a un impératif prix qui joue, mais essayez, ce que font très bien certaines marques américaines très malignes, qui cachent soigneusement ce qu'il faut cacher et qui vous mettent en avant cette partie-là. Il faut garder dans vos process quelque chose dont vous pouvez communiquer dessus pour garder une image d'artisan, quelle que soit votre taille. Alors, j'insiste un petit peu sur la GMS parce que la GMS, quand elle monte un standing, ça veut dire que la bio, on l'a bien vu, doit faire mieux. Et si vous voulez rentrer en GMS avec l'aura d'une marque bio et pas être en confrontation frontale avec une marque conventionnelle, vous avez intérêt à dire moi je vais plus loin que les autres. Donc vous voyez, ils ont plusieurs labels, dont le Franco-Score, le Veriscore, ils sont complètement dans le local. Parce qu'ils ont compris que c'était important. Ça, c'est une initiative interprofessionnelle pour inciter les producteurs de GMS qui ne sont pas bio à faire le plus possible de local. Donc c'est une forme de lobbying positif. Alors ça, je vous montre toujours en GMS, hein, pour vous montrer ce qui se passe quand même en GMS. Les huiles Le Sieur maintenant, pour leur gamme phare, un peu plus chère que les gammes standards, vous disent que les graines sont françaises. Vous voyez, déjà, c'est la fameuse démocratisation. Ils vont plus loin. Ils ont lancé en 2020 des yaourts de saison, régionaux, cueillis à maturité, avec un ancrage géographique précis. Et on n'est pas dans le bio, mais on est quand même dans du local. Vous voyez ce fameux décrochage? C'est pas bio, mais c'est local et j'achète. Et c'est quand même premium par rapport à la GMS. Eh bien, apparemment, ça doit bien marcher, parce qu'il y a 1 ou 2 mois, il y a son concurrent qui fait pareil. Alors, si vous arrivez de dire, vous savez, pour tenir un prix, c'est très difficile d'avoir des fraises de Champagne-Ardenne, là, il va y avoir problème. Je le sais, j'ai des patrons de magasins bio qui m'ont tenu ce discours. Alors, cette fameuse tendance du Made in France à Made in dans ma vie, je vous donne quelques petits exemples. Hein. Tido, qui est spécialiste des couches, ils ont très justement, je ne les connais pas hein, personnellement, donc ils se sont dit que 80% des couches sont fabriquées à l'étranger. Ils anticipent une tendance. Ils savent qu'un jour, on va leur poser des questions. Ils ont une usine, c'est pas rien, ça se fait pas en 6 mois, hein. Faut des années, il faut trouver des financements. Et voilà, et ils communiquent dessus pour là. Donc peut-être que pour l'instant, ça va pas jouer sur leur vente, mais dans 2-3 ans, ils vont cartonner. L'incroyable ketchup, c'est récolté et fabriqué, c'est un des premiers qui a fait ça. C'est un produit qui est sorti depuis 2 ans, qui est toujours valable. Et il y a les petits nouveaux, vous voyez. Maurice fait à Marseille de la logique, on met du riz de Camargue. Et on ne met pas du riz de taille, même s'il est de très bonne qualité. Et là, c'est tout nouveau, c'est sorti cette année de mémoire. Bière sans alcool qui est Made in Bordeaux, les céréales produites et maltées en Nouvelle-Aquitaine. Il faut une logique. Ça s'appelle la marque circulaire. On va le développer. Alors, les produits locaux sont en vedette, ils montent. Là, il y a quand même un warning, c'est assez inquiétant. Un magasin qui a entre 4 et 8 000 références, on se bat toujours entre spécialistes pour savoir combien il y a de références, ça dépend de plein de critères.
Il n'y en a que 30 à 150. Quand vous allez dans un petit magasin vrac qui a que 400 références, 35% est en local, ça fait quand même 100 références. Cherchez l'erreur. C'est d'ailleurs ce qui explique que ces magasins, en partie, il n'y a pas que ça, il y a d'autres argumentaires, ça explique que ces magasins, ils cartonnent. Tendance, c'est les magasins de producteurs. Ça, c'est carrément une menace pour les magasins bio, portés de plus en plus par des coopératives, donc ils ont leurs propres producteurs. Et aux États-Unis, très intéressant, vous avez pour cette frange de consommateurs américains avertis qui vit bien, qui n'a pas de problème de sous et qui est aussi compétente, exigeante que nous, sinon plus, ils viennent de créer une petite chaîne de petits formats. Bon, pour eux, c'est 4000 mètres carrés, c'est un petit format. Il faut se mettre dans la tête de l'américain. Pour eux, c'est comme si nous, on disait c'est un 100 mètres carrés. Eh bien, ils vous garantissent qu'il y a 2000 produits locaux. Vous les trouvez dans aucune enseigne bio pour le moment. Et c'est des petites marques locales, c'est ça qui est très intéressant. Aucune enseigne bio met en valeur spontanément souvent des petites marques locales. Et bien eux, ça y est. D'ailleurs, c'est rigolo parce que tant aux États-Unis qu'en France, ils ont contribué à tuer le petit commerce et les petites marques. Ils se sont accointés avec les grandes marques conventionnelles qui ont tué les petites marques. Et maintenant, ils les font revivre. Chercher l'erreur, mais bon, et on ne va pas les critiquer. Pour une fois, c'est positif. Allez sur ce site. Celles et ceux qui sont intéressés par les diapos, donnez-moi vos cartes, je vous les transmettrai. Chaque image mène au site, vous avez plein d'informations. Donc, le local débute à la semence, ça a déjà commencé. Ça fait 2-3 ans que je montre ces slides, je n'avais pas grand-chose à montrer. Maintenant, pour pas que j'en ai 100 à vous montrer, vous voyez, les marques commencent à dire leurs semences. Et même, il y a des petites marques qui se lancent pour se distinguer. Fabrication non hybride F1, vous voyez? Ça commence. Sol vivant. C'est parti en fait. Les semences anciennes, elles sont déjà depuis 2-3 ans sur les sites internet. Il y a des sites comme Culinaries qui vous indiquent, vous voyez, leur type de semences et de variétés anciennes et qui vous les décrivent. Alors le bien-être animal est très important. Il est en train d'être démocratisé par la GMS qui a conçu un label avec des associations de protection des animaux et qu'il développe sur toute leur gamme de produits. Donc, ils habituent un client lambda, il y a du bio et du non bio, ils le généralisent partout. Hein. Ils habituent un client lambda à des critères. Pour l'instant, il n'y a pas de critères dans les magasins bio. Et j'arrive dans un magasin bio 20% plus cher qui est supposé être l'élite, et votre bien-être animal. Oh, la bio a toujours été bien-être animal. Ben oui, mais vous avez des précisions. Ah, mais c'est pas la peine. Ben, votre client, il a un doute. Vous voyez, ça c'est une toute nouvelle gamme qui vient juste de sortir, et c'est du poulet premier prix. Alors même dans un premier prix, il y a le respect du bien-être animal. Alors je vous rassure, quand on gratte, on voit qu'ils prennent certaines libertés, on va dire. Mais quand même, c'est pas mal. Ils ne peuvent pas s'empêcher de louvoyer, mais on ne peut pas dire, comme c'était le cas il y a quelques années, du greenwashing, c'est-à-dire du mensonge. C'est pas vrai. Voilà, le bio VS Label Rouge et IZP, ça c'est inquiétant. Quand on fait des comparaisons dans les trucs des labels, ben on voit que la bio a une légère supériorité sur un label rouge qui monte en flèche dans la GMS. Ça, c'est quand même inquiétant. Et je vous parle de ce qu'on trouve dans le label. Le bien-être végétal, vous le voyez, on commence à le voir. C'est quelque chose dont on entendra parler dans 2, 3, 4 ans. Mais si vous avez la fibre ou que vous voulez faire écouter de la musique à vos plantes, c'est le moment de démarrer, comme fait une entreprise anglaise. Mais on commence à voir qu'il y a cette notion de bien-être végétal qui arrive. Voilà, alors SlowFab, attention, les gens vont s'intéresser de plus en plus à comment est fabriqué votre produit. Que ce soit une crème, un complément ou du riz, ou n'importe quoi. Donc, si vous dites, eh ben, nous respectons la législation bio,
et on s'est industrialisé pour vous offrir le meilleur du bio, là, ça ne va pas le faire. SlowFab, il y a la montée des produits artisanaux. Voilà, il faut que les gens, ils associent de plus en plus un certain prix à une qualité artisanale qui suppose du fait main, un certain savoir-faire préservé et un usage pas forcément interdit de machine, mais au moins raisonné. Donc ça, on le sent venir très fort, hein. Tous ces logos qui commencent à fleurir, il y en a de plus en plus, chaque terroir fait son logo. Donc on sent qu'il se passe quelque chose. Quand je vous dis qu'on sent qu'il se passe quelque chose, c'est pas que ça va se passer dans 10 ans, hein. Ça va se passer dans les 2-3 ans qui arrivent, de maximum entre 2 et 5, suivant les catégories produits. On voit déjà des produits, vous voyez, qui sont à la fois AB, petits moulins, pas à taille industrielle, et qui se revendiquent du label IPV et semences anciennes. Même aux États-Unis, ça commence à marcher. D'ailleurs, il y a Kroger, un très grand distributeur de la taille d'un Carrefour et même plus gros de mémoire, qui vient de racheter une ferme d'expérimentation biologique sur l'expérimentation de semences. Donc ils sont devenus quelque part refermiers. Vous voyez? Alors, un produit local, c'est un produit qui a une histoire. Là, les épiceries fines ont des leçons à nous donner. Nous, on se dit, ben, mon produit bio a une histoire, je respecte mes producteurs, c'est filière solidaire. Le problème, c'est que tout le monde dit pareil. Or, il faut réinventer le genre, il faut creuser l'histoire de la marque, il faut raconter une belle histoire. Et ça, aux États-Unis, ça explose. Dès qu'une marque, il y a l'explosion des petites marques new-yorkaises faites au cœur de New York, qui sont chères, qui disent qu'elles sont nées à Brooklyn, etc. Ça cartonne. Voilà. Ça, ce n'est pas nouveau, hein. C'est la stratégie depuis toujours des épiceries fines. Mais ça va venir en bio. N'oubliez pas que les épiceries fines passent au bio. Il y en a quand même pas mal des épiceries fines. Il y en a même 5000 de toutes les tailles. Donc si vous ne faites pas gaffe, ils vont passer au bio progressivement et ils auront des choses en plus que vous. Voilà. On arrive. Excusez-moi, j'ai tendance à oublier le temps, je regarde. Hop. Ah, il me reste 10 minutes. Pour une fois, je ne suis pas trop en retard. Alors, on arrive à un autre gros morceau. Ici sont des tendances, vous voyez, que je vous ai facilement identifiées. Vous réfléchissez. Ne me dites pas, je ne vois pas grand-chose en 2021. Je vous dis oui. En 2022, certaines de ces tendances commencent. C'est déjà le cas aux États-Unis, en Allemagne ou ailleurs. Et en 2025, boum, voilà. Et pour la cosmétique, c'est pareil, hein, cosmétique, complément alimentaire, et on va le voir, c'est pareil. Donc, la première étape, une fois qu'on a fait ça, c'est une deuxième. Ça, c'est une clé que je vous donne, très importante. Une marque sérieuse qui se revendique d'un certain circuit, à un certain prix avec des valeurs, elle ne peut plus faire que du fabriqué. Il faut que ce soit fabriqué et récolté le plus près possible. Évidemment, une marque qui fait du retail, ça, il y a des exceptions, hein. Mais par contre, dès que vous mettez de la menthe ou des choses que vous pouvez faire venir sur place, le client ne va pas comprendre qu'une ratatouille provençale, pour lui, dans peu de temps, à un certain prix, il faudra qu'elle soit faite déjà en Provence avec des tomates de Provence, ce qui n'est pas du tout le cas, hein, même en bio, hein. Vous regardez bien votre ratatouille provençale bio, vendue en magasin bio, ben, on ne sait pas trop d'où viennent les légumes. C'est origine UE. Pour un magasin bio, ça fait tâche. Marque, magasin circulaire, c'est ça. La deuxième constat, on va le voir, les slow filières, on va s'y attarder un tout petit peu. Il y a 3 gammes de prix. La petite révolution, c'est que le local a tellement pris d'importance qu'il va déterminer la gamme de prix. En clair, plus vous serez cher, plus vous devez être locavore. On va le voir. Et enfin, on sort du local pour aller dans l'agroalimentaire, dans la création d'une filière qui va prendre un minimum 1 siècle à se construire. La filière industrielle contre laquelle on se bat, elle a mis presque 2 siècles à se construire. Celle-là, elle mettra aussi 2 siècles à se construire. Donc on va au-delà du local et on regarde tout ce qu'on peut faire pour la filière. Il faut une vision globale.
Voilà, ici je vous en donne un exemple. Premier progrès, les filières qui s'opposent, et c'est le dernier qui fait la loi du plus fort. Après, c'est la marque qui fait la loi du plus fort, et c'est le pauvre producteur qui encaisse. La bio, Cocorico, elle a su créer des filières. C'est pas une création, il y a toujours eu des filières, les coopératives en font, mais elle fait des filières solidaires. Il y a des ententes qui marchent plutôt bien. Ça, c'est le grand mérite de la bio, et la GMS les copie. Mais voilà, il y a une next step. Ça ne va pas suffire, ça. Dans 10 ans, ce sera du produit milieu de gamme. Mais si vous êtes premium, vous avez une prétention de prix, ça ne passera plus. Qu'est-ce qui va passer? Répondre au locavorisme et au zéro déchet. C'est ce qu'on va voir. C'est le next step. Alors la notion de marque circulaire, on l'a vu, c'est très simple. Vous faites fabriquer des crêpes bretonnes, c'est bien. Bah, si les céréales, enfin tout ce qui est utile à la conseil, et même le beurre pouvait venir de Bretagne, ce serait sympa quoi. Voilà, c'est simplement ça, une marque circulaire. C'est récolter et fabriquer. Voilà. Donc ça, à partir de 5 ans, une marque premium ne pourra plus faire l'impasse là-dessus. Alors, il y a un petit aparté, l'ère des marques et des magasins fermes. Il y a une tendance très intéressante, qui était un petit peu une branche. Si vous êtes une marque circulaire, vous devez à minima créer des filières et vous investir. Quand on gratte, il n'y a pas autant de marques bio qui ont des filières. Elles achètent. C'est vague, des fois elles disent qu'elles sont responsables des achats, mais il n'y a pas vraiment d'informations. Donc ça va être aussi une variable de s'impliquer dans la filière, pas de se contenter d'avoir des revenus équitables. Au minimum, c'est de s'investir vraiment et même d'aller plus loin, c'est de devenir une marque que ferme. D'ailleurs, au 19e siècle, il y avait plus de marques fermes que de marques pas fermes. Hein. Les grandes fermes du 19e siècle, elles étaient fabricantes et elles fabriquaient. Elles faisaient leurs produits dans la ferme et elles le distribuaient elles-mêmes. C'est petit à petit qu'on a séparé les rôles. Donc on est en train de revenir à ça. Alors, il n'y a pas que la semence qui intéresse, c'est le mode d'agriculture. Dire on est bio et on est contrôlé par EcoCert, bah, le client il va dire oui, mais tu es quoi? Tu fais de l'agroforesterie, du régénératif? Tu fais de la biodynamie, de la permaculture, de l'électroculture. Est-ce que tu fais de l'association de variétés? Il va vous poser tout ça dans peu de temps. Ça a déjà commencé aux États-Unis. Le label de régénérative, qui est très malin, ils disent qu'il faut avoir le label bio pour être régénératif. Donc c'est très malin parce qu'il vous baisse le niveau du bio. Et hop, il l'enjambe après. Et oui, il faut se méfier, c'est un grand danger. En France, on n'a pas la même définition du régénératif, hein, qui est beaucoup plus, on va dire, alambiqué. Mais aux États-Unis, c'est du sérieux. Ils exigent d'avoir le label de l'USDA, qui est l'équivalent, pour avoir le régénératif. Eh bien, il est quasiment aussi connu que le bio. Et pour certains, il a meilleure réputation. Donc si la bio se fait dépasser sur le local et sur son label, ça va créer problème. Et ça, c'est très inquiétant. Vous avez vu, il y a une nouvelle génération de produits qui arrive aux États-Unis. Vous avez vu la taille du label AB? Toute petite. Et en gros, ils sont en train de bouffer le label AB. Parce qu'ils parlent du sol, ils parlent de ceci. Ce que fait le label AB, c'est vraiment pas... Il y a vraiment, je ne vais pas rentrer dans des détails techniques, mais comme la bio ne pense pas à communiquer dessus, ben, les autres, ils le font. Voilà. Même en complément alimentaire, c'est intéressant. C'est une marque de complément alimentaire, Pure Synergie. Vous voyez, ils vous disent que leur complément, ils s'intéressent à la semence et au type d'agriculture et au mode de fabrication. Voilà, des marques fermes, c'est-à-dire des marques qui ont franchi une autre étape. Elles ne se contentent pas de s'impliquer dans une filière, elles ont leur propre ferme.
Eh ben, je m'intéresse au sujet depuis 5 ans. En 2015, je montrais toujours les mêmes exemples. En 2016, j'étais content, j'en avais une ou deux. Et maintenant, j'en ai... je suis obligé de choisir, ça explose. La caractéristique de ces marques, c'est qu'elles ont un certain niveau de prix. C'est ça qui est intéressant. Et elles justifient le fait qu'en étant marque ferme, elles justifient leur prix. Et elles se disent, ben nous, on va au-delà dans la cosmétique. Tiens, il y a pas mal de marques cosmétiques. Alors, c'est transgenre, hein. Ça touche tous les domaines. Alimentation, complément alimentaire. Une qui est connue en France, c'est Ballofurin, qu'on peut qualifier de marque ferme. Ils ont une politique très innovante depuis 2 ans. Ils achètent des jardins, ils investissent dans des jardins. Ils ont plusieurs modes très exigeants de permaculture. Et ils ont une marque circulaire, ils ont leur usine et des jardins donc autour. C'est une marque hyper locale. Mais voilà. Et en cosmétique, c'est pareil. Là, je vous ai mis qu'un petit pot pourri pour ne pas alourdir. Mais toutes ces marques-là se revendiquent de marques fermes et de toute taille. D'ailleurs, pour une marque cosmétique, quand vous allez sur leur page d'accueil, la première chose que vous voyez, ce n'est pas une jolie femme avec une jolie peau, c'est une ferme. C'est Tata Harper aux États-Unis qui a initié ça. Alors, il n'y a pas que les marques, il y a les magasins. Vous voyez, de plus en plus, ça c'est inquiétant aussi. Le Super U, il n'y en a qu'un pour l'instant, mais il fait les choses bien. Il a 34 hectares et toute sa production alimente son magasin. Et ils viennent sortir à Rêver, ils viennent de le sortir cette année. Rêver, c'est un grand distributeur, hein. C'est pas une ancienne bio, c'est un distributeur genre Super U, quoi. Et ben, ils viennent pour l'instant, ils n'ont qu'une boutique, mais toi sert à haute production pour alimenter le magasin. Il y a un côté de image aussi, mais quand même, vous voyez, ça marque l'esprit. Et c'est une GMS, c'est pas un magasin bio. Wegman, je vous en parlais, un gros producteur, mais qui est plutôt positionné en qualitatif. Celui qui ressemblerait le plus ici, ce serait Carrefour, à peu près. Mais peut-être encore une pointure au-dessus. Ils ont acheté une ferme, ils ont 8 employés, et ils font des procédures d'alimentation, de sélection de semences, et leurs fournisseurs dans leur filière, ils commencent aussi à avoir des filières, ils sont en train d'avoir toute une expertise en système agricole, et ils demandent à leur filière de suivre leur process. Donc ils sont en train de devenir experts en agriculture et la GMS. Et on ne trouve encore dans aucun magasin bio des instruments de permaculture. Depuis 5 ans, depuis 2015, c'est très courant. Il y a une offre très large, idem, qui est faite en GMS. On le trouve intéressant dans des petites startups, des distributeurs, aussi bien en magasin physique qu'en e-commerce. Ils s'y investissent aussi, aux États-Unis, en France et ailleurs. Une tendance à observer, c'est aux États-Unis, ils ont un format qui n'existe pas ici, c'est le magasin fermier. C'est-à-dire c'est un magasin qui a un double statut juridique. Il peut vendre bien sûr des matières premières de sa propre ferme, mais il a le droit, il a un statut de distributeur, de vendre les produits des autres. Donc ils ont beaucoup plus de références. Ils sont en train de faire la concurrence. Ils sont quand même 3000. Ils sont en train de faire de la concurrence aux magasins bio donc normaux. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a un environnement de ferme. J'en ai visité une, c'est très impressionnant. Tout est fait dans les stores. Vous avez les vaches, les cochons et les trucs. Et vous avez autant de références qu'un magasin bio dans des entrepôts. Et vous avez vraiment l'impression d'acheter à la ferme. Donc ça, c'est génial. Une partie vient de loin et en général, ils font des accords avec des agriculteurs locaux pour maintenir leur image. Donc ça, c'est spécifique à l'Allemagne. On ne l'a pas vraiment ici, mais ça va venir et ça vous donne déjà quand même une idée de la puissance du local. Alors les slow filières, c'est le concept que je vous disais. C'est quoi une slow filière? Eh bien, c'est très simple. C'est des filières qui sont récoltantes, fabricantes,
zéro déchet, qui essaient de recycler leurs déchets. C'est un problème, vous voyez, le gaspillage alimentaire, le zéro déchet. Donc elle vous explique que cette filière, il s'arrange pour que le déchet de l'un soit la nourriture de l'autre. Donc des déchets pour faire de la bière à partir du déchet de pain. Donc ce qui est intéressant, c'est que on peut distinguer 3 familles qui vont déterminer le prix. Et ce sera courant à peu près en 2020, en 2030. Alors cela fonctionne comment? On va démarrer par le bas. C'est le Made in France en ce moment. Voilà, tout est Made in France, mais l'usine peut être en Provence, les matières premières peuvent venir d'Alsace. Et bien ça, dans 10 ans, ce sera du low cost en magasin spécialisé. Ce sera du pas cher. 10 ans, même pas 8 ans. On aura des slow filières milieu de gamme. Ça, c'est intéressant. Ce n'est pas un concept qui vient de mien. Ça avait du SIAM, un organisme qui s'est fait aider, entre autres, par l'école d'agriculture d'Isara. Et ils sont partis sur un concept très simple. On est à une certaine taille. On ne peut pas dire qu'on soit des artisans. On a des centaines d'hectares. On a une usine. Mais cette usine-là, elle va s'astreindre à travailler avec un gros producteur. Donc on a toujours une certaine production de masse qui n'est pas forcément artisanale, mais qui est faite sur une région et qui bien sûr peut être distribuée ailleurs. Alors ça, c'est très intéressant parce que on a déjà des marques, des coopératives qui sortent, qui ne sont pas bio. Hein. Elles se sont aperçues qu'elles ont plusieurs usines de découpe réparties sur la France, de viande et d'abattoirs. Et ce qu'ils ont fait, ils ont eu une idée géniale. Ils ont dit, on va demander à cet abattoir-là de privilégier la viande qui est autour de l'usine, plutôt que de la faire venir d'où on veut. Et maintenant, ils disent, dans leur pack, partenaires solidaires des régions. Et c'est même pas bio. D'ailleurs, apparemment, ça marche. Ils ont lancé ça il y a 2 ans. Je n'ai pas mis l'exemple. Mais 2 ans plus tard, il y a d'autres marques qui le font. À peu près dans la même situation qu'eux, qui sont des grandes coopératives. Et bien sûr, c'est quoi la slow filière premium? Eh bien, c'est très simple, c'est le retour des fermes. C'est plutôt des fermes à petite taille, maximum quelques hectares ou quelques dizaines, et qui fabriquent sur place du fromage, des yaourts ou des spécialités. Et tout est fait sur place à une taille humaine. On peut vraiment qualifier ça de produit artisanal. Ce seront les produits les plus onéreux. Alors on détaille un petit peu. Ah, vous m'accordez encore 3 minutes? Vous avez diapositive, ça vous intéresse. Tout est expliqué en détail. La premium, en général, c'est ça, mais ça peut être plus. Mais des centaines d'hectares, ça fait tâche. Hein. Il y a quand même une limite raisonnable. Transformant plutôt sur place que dans des machines à commande numérique à la ferme. Des micro-ateliers et collaboratifs très proches. Ce n'est pas forcément à la ferme même, mais ça ne doit pas être non plus à 50 km. L'essentiel est là. Alors ça, c'est très intéressant. Je vous invite à réfléchir. Posez-vous la question, chacun dans votre domaine. Qu'est-ce qu'un produit bio premium? Dans 5 ans, jouez aux projectivistes, aux prospectivistes comme moi. C'est quoi qui justifie un prix plus cher? Vous avez vu que la GMS met les bouchées doubles. Elle va vite, elle va fort. Qu'est-ce que c'est un produit premium? Posez-vous cette question. Vous avez tous ici des postes à responsabilité, c'est vital, c'est vital. Posez-vous cette définition et irriguez toute votre entreprise à partir de cette définition-là. La plupart, quand je pose la question, je ne leur montre pas les diapos, donc je ne leur facilite pas la tâche. Ils me disent, ah ben, un produit bio premium, ils me disent, ben, c'est un produit bio. Oui, mais ok, mais un bio premium. Ah ben, il y a des super filières. Ouais, et alors? Ah ben, on va être encore plus rigoureux. Ouais, mais on peut avoir un peu de détails? Ils ne savent pas. Posez la question et à vos collègues. Amusez-vous à ce jeu-là. D'ailleurs, les marques premium, c'est des petites marques. Aux États-Unis, c'est en train d'exploser.
Il y a des marques de Chicago, de San Francisco. Ça commence à venir en France. Il y a les yaourts Mouride, des trucs en trucs. Et il y a Paris, des bières faites en Île-de-France. La bière Darwin, qui est faite à Bordeaux. C'est en train de venir. Donc, le problème des magasins bio, c'est qu'ils ont reproduit le système des grandes surfaces. On a des marques qui sont très bien, hein, des grosses marques bien installées. Il y a un petit confort. Il y a des promotions, elles sont là, elles drivent, elles font plein de com. Et elles laissent une part de plus en plus faible à des petites marques. Exactement comme en grande distribution. Ça ne va pas le faire. Parce qu'aux États-Unis, vous l'avez vu que les GMS, elles commencent à courtiser les marques. Et je pense qu'en France, ça ne va pas tarder à suivre. Donc les petites marques, si vous êtes un magasin, ont de l'avenir. Et c'est même elles qui vont sauver votre magasin en bonne partie. Voilà, je vous ai donné quelques exemples de petites marques, que vous ayez quand même une petite idée. Vous voyez, c'est Divine Box, qui marche plutôt pas mal. Ils font des marques qui sont faites par des monastères. Vous avez vu, c'est le fameux storytelling. C'est fait par des bonnes sœurs et des curés. Ils sont en micro-ferme, en agrobiologie. Alors, je ne sais pas si c'est Dieu qui les inspire, mais ce n'est pas l'inspiration qui leur manque. Elle est peut-être divine, elle aussi. Ils font de l'aromathérapie, des traitements du jardin. Ça cartonne, il y a un beau storytelling, il y a un véritable engagement, c'est à taille humaine. C'est des bonnes sœurs, tout va bien. Vous avez dans notre variante, vous allez me dire, mais moi j'ai un problème, j'ai un produit qui vient d'Afrique, et ben je fais quoi? Eh ben c'est simple, vous le fabriquez sur place, le chocolat. Il est d'importation, mais c'est vraiment une marque slow filière. Le riz et le chocolat est récolté et il est fabriqué sur place par des méthodes artisanales. Et c'est importé en France. Vous avez quand même une marque qui est pionnière, hein, c'est Gabory, qui est la première à initier ça. Et des bières, vous voyez, qui apparaissent. Voilà. Alors, je termine dans les filières du milieu. Alors, je vous rappelle ce que c'est les filières du milieu. C'est plutôt des grosses entreprises, elles peuvent difficilement se qualifier à taille humaine et avec des process, c'est quand même une certaine artillerie, c'est de très bonne qualité. Mais par contre, elles s'engagent à faire un produit vraiment régional, la fameuse marque circulaire, récoltée et fabriquée sur place. Donc je vous donne des petits exemples. Voilà, le moulin du Pouvert de toutes les tailles, hein, toutes les tailles, GMS, magasin bio. Voilà, biscuiterie bio en filière, contrat tripartite entre une coopérative, une meunerie et un moulin. Donc on peut dire que cette biscuiterie, le biscuit est vraiment régional, de bout en bout. On a les magasins U, l'air de rien, il faut s'en méfier, hein, les magasins U. Ils viennent de lancer les intermarchés de Bretagne, se sont régionalisés. Et ils ont créé une filière baguette 100% bretonne, avec une taille assez conséquente, il y a la moissonneuse, vous voyez. Coopérative et meunerie transformées dans les magasins dotés d'un atelier. Ça, c'est pas mal pour une grande surface. Et à l'inverse, vous avez les biscuits loups qui viennent de s'y mettre. Lu, hein, la grande marque, la méchante marque, pas bio, la vilaine. Eh ben, ils ont le programme Harmonie, cultiver le blé le plus proche possible des usines. Vous voyez, c'est en train de partir. Et même aux États-Unis, il y a un meunier, c'est un grand meunier. Il a une certaine taille, mais il a eu la sagesse quand il a fait des trucs, plutôt que cette meunerie, elle alimente par les cours du marché standard cette région-là, il s'oblige à ce que la partie soit privilégiée en régional et alimente des restaurants, des boulangeries, des RHF, etc. Donc c'est parti. Voilà, même... C'est intéressant, hein, il y a les filières, il y a les collectivités qui militent pour ça. Et il y a plein d'initiatives qui sont faites par les collectivités, par les villes, par les régions, pour favoriser ces fameuses filières. Et voilà, et je termine par un bref aperçu. Faut qu'on ait tous, là on a parlé plutôt marque, plutôt produit, distribution. Mais il faut quand même qu'on soit là pour construire une filière, une vraie filière, une filière agroalimentaire. Celle qui est là, elle a 2 siècles, elle est polluante, elle a des problèmes, on le sait. Il faut la remplacer. Par quoi on la remplace? Vous voyez, il faut penser large.
Donc là, je vous ai donné l'exemple de l'azote. C'est un contriment qui est essentiel dans la fertilité et qui est usé et qui file à la poubelle alors qu'il pourrait être transformé en engrais naturel. C'est un véritable gaspillage. Parce qu'on parle du gaspillage alimentaire, mais on ne parle pas du gaspillage de l'agriculture et des matières premières essentielles. Voilà, je vous rappelle que le locavorisme, il intéresse les gens, mais attention, le locavorisme, il ne suffira pas de dire je suis un gentil producteur, j'ai la filière. Le consommateur qui monte, qui est prêt à payer plus cher, vous voyez, ce site, c'est une place de marché très intéressante. Vous trouvez des producteurs d'Europe, chacun a son histoire, et il a le site lui octroie des labels. Vous voyez la maturité du consommateur. Il veut par exemple, pour cette marque-là, elle est Family Farm, vous voyez, ferme familiale. C'est un petit fermier, donc il ne peut pas dépasser une certaine taille. Il fait de l'énergie, il a des éoliennes, il a fait des visites, il a une récolte, il est bio, mais ça ne suffit plus le bio. Il est biodynamique. Vous voyez le problème avec le bio? On ne peut plus se reposer sur le bio. Le bio est quand même fondation, c'est obligatoire, mais il faut rajouter des trucs. Et voilà, cette notion de filière est là, je vous la mets pour clôturer. Il faut penser large, on n'est pas là que pour vous faire des produits, même si c'est très important, des bons produits pour les vendre. On en vit aussi. Il faut se dire que nos ancêtres ont contribué à construire une filière. La bio s'est battue contre ça, il faut refaire une filière. Et de manière très moderne, il faut avoir une vision, il faut savoir où on met les pieds. Vous voyez, on mutualise les il faut le faire à la sauce bio. Il faut avoir de l'audace, cogestion des déchets, micro-ateliers, en partager, en bien commun. Il y a une énorme créativité est possible. Et voilà, je vous remercie, ce petit aparté. Enfin, j'espère que ça vous sera donc utile. On a fait un petit voyage dans le temps, sur 7 ou 8 ans. On retombe sur Terre. Si vous n'avez pas tout compris, c'est normal. Les diapositives sont à votre disposition. Mais prenez le temps d'y réfléchir. Ne les enterrez pas trop vite. Passez-y quelques heures. Regardez ce en quoi ça peut motiver votre boîte. Et vous serez beaucoup mieux armé que les autres pour affronter les 8 années qui viennent. Et je vous remercie.